Azoul les marabouts, bienvenue dans ce nouveau volet de Yassa chez vous, l'émission croisée entre Ida Média et Yassa chez nous. Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet avec un nouvel invité qui est Anas Taïf. Salut Salut, Anas, salut. tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Et aujourd'hui, en fait, Anas est parmi nous parce que il est l'auteur de ce livre. Donc toi, Anas, je vais faire un petit introductif et puis tu préciseras. Toi, tu es français d'origine marocaine et Ouais. tu décris, d'ailleurs dans le premier chapitre de ton livre, plus précisément quelles sont tes composantes ethniques selon, ce qu'on t'a transmis dans ta famille. Donc tu mets toi aussi un point d'interrogation. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Donc tu serais à 2 tiers arabe, donc d'Irak et d'Arabie et 1 tiers amazigh et de toute façon, le propos de ton livre, c'est de dire: «Mais finalement en France, qu'importe toutes ces complexités, tu arabe». Exactement. Donc, on te connaît pour tes publications assez engagées en tant que journaliste sur Instagram ou sur X sous le pseudo Jnounaliste et pour ton podcast à l'intersection que tu as lancé pendant le confinement. Plus récemment, tu as fait paraître ce premier ouvrage qui est un essai. Et d'ailleurs, cet essai, il parle de ta condition parce que tu l'as intitulé Et un jour, je suis devenue arabe. Et c'est paru aux éditions Tumulte. Alors, dans un premier temps, explique-nous un petit peu la genèse de l'écriture de ce livre. Comment t'es venu ce projet en sachant qu'en tant que journaliste, tu documentes déjà beaucoup de choses, tu écris, et puis à travers tes réseaux sociaux, tu critiques beaucoup la société. Et alors pourquoi un nouveau format et ce format-là particulièrement? Alors pour moi l'écriture ça a toujours été une évidence parce que depuis que je suis jeune j'écris. Je crois que quand j'étais en CM2, j'écrivais déjà des fictions. Quand j'étais au collège, j'écrivais des fanfictions de Buffy contre les vampires, et compagnie, tu vois? Charmed, je faisais des crossovers et l'écriture pour moi ça a toujours été une forme d'échappatoire et d'exutoire parce que j'avais l'impression de ne pas avoir voix au chapitre. Et en fait, ce livre est arrivé un peu, par hasard. J'avais, commencé, pendant l'été 2021 à écrire, ici et là des petits mots, des paragraphes, des petites phrases, de ce qu'allait devenir ce bouquin, mais j'étais pas trop convaincu, parce que j'avais pas de maison d'édition. Je pensais que voilà, pour moi l'édition c'était un univers, trop éloigné, trop blanc. Donc j'ai juste, mis ça de côté, mais la première phrase que, j'ai écrite et qui est dans le livre, c'est, «L'intersectionnalité a sauvé ma vie». C'est pas la première phrase du livre, mais c'est la première que j'ai écrite. Et il se trouve que j'ai été contacté, par, ceux qui allaient devenir mes futurs éditeurs en octobre 2021. Ils me disent, enfin ils me demandent si, j'avais un projet d'écriture. Et à ce moment-là, bah, je leur ai dit: «Ouais», alors que non, enfin oui, j'en avais un, mais il y avait rien d'abouti, mais je leur ai dit: «Oui» quand même. Et ils me disent: «Bon, bah, dans les semaines qui viennent, hésite pas à nous envoyer, quelque chose». Moi, j'avais, donc en fait, j'avais, des paragraphes ici et là, mais c'était pas, il y avait pas de cohérence, il y avait pas de structure, donc je me suis mis en fait à écrire les 3 premiers chapitres du livre, à ce moment-là. Et en fait, j'avais tellement de choses à dire. J'ai été nourri par tellement d'expériences justement à travers mon podcast et à travers mes lectures, des années qui ont précédé, le début de l'écriture du livre, que, bah, c'était d'une facilité pour moi d'écrire. Et je crois qu'en 2 3 semaines, il y avait déjà, 4 chapitres qui étaient écrits. Bon, évidemment, ils ont bien été modifiés parce que là, je te dis, c'était en 2021, on est en et le livre est sorti en novembre 2024. Mais le fait est que, ouais, ça a été, d'une facilité déconcertante au départ seulement. Mais On y reviendra on y peut-être. reviendra, ouais. Tu as parlé, d'intersectionnalité et tu dis que c'est la première phrase, que tu écris, concerne, l'intersectionnalité. Tu dis qu'elle a sauvé ta vie. On en reviendra sur sur ce qu'est l'intersectionnalité, plus tard et comment en fait, elle est omniprésente, tout au long de ton livre. Pour les personnes qui seraient, un petit peu, larguées, est-ce que tu peux définir ce qu'est l'intersectionnalité? L'intersectionnalité, c'est, une notion qui a été, théorisée par, une juriste et chercheuse afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Mais en réalité, c'est une notion qui était déjà présente dans les travaux de d'autres, théoriciennes et autrices afroféministes comme, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Angela Davis par exemple, pour ne citer qu'elles. Et c'est l'idée selon laquelle en fait différentes identités, donc le genre, la classe, la race, l'orientation sexuelle, vont, potentiellement créer des formes de discrimination originales. Par exemple, on peut citer la misogynie noire.
C'est, du coup une forme de racisme et de sexisme spécifique qui vise des femmes noires et en fait, Kimberly Crenshaw elle est juriste, elle l'a repris justement, lorsqu'elle était sur, sur un cas elle était sur un cas de discrimination, qui visait des femmes, afro-américaines et latinx et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que, on pouvait pas seulement caractériser, la discrimination, du point de vue de la race ou du genre, mais il fallait que les 2 soient, utilisés. Voilà. Merci, c'est très clair. Alors, Anas, peut-être pour faire écho au titre de ton livre et pour, introduire vraiment, cet entretien, et traiter, vraiment des problématiques que tu soulèves, toi, à quel moment tu es devenu arabe du coup? Moi, je suis devenu arabe en 2 temps. Le premier qui est le plus fun, on va dire, c'est que, bah, en fait, je l'ai toujours été, tu vois? Je suis né, dans une famille, voilà, qui revendiquait son arabité, pas son amazirité malheureusement. Pourtant, j'ai un héritage, mais c'est vrai qu'on a été vachement arabisés. Mais voilà, on va dire que je suis devenu marocain, déjà dans un premier temps, plutôt que arabe. J'allais au Maroc tous les étés. Le darija marocain, c'est celui que j'ai appris, avant d'apprendre le français et quand je suis arrivé à l'école, je parlais quasiment pas français. Mais c'était important pour mes parents et surtout mon père disait, de toute façon le français il l'apprendra à l'école et un jour ou l'autre, bah, il prendra le pas sur l'arabe donc Mmh. autant, l'apprendre tout de suite. Moi, c'était une source de fierté, hein, voilà, j'étais marocain, j'étais content, mais d'un autre côté, je sentais déjà les discours, identitaires et l'assignation raciale qui planait au-dessus de moi. Parce que quand, je crois que j'avais 7 8 ans, un truc comme ça, ma mère me disait, mais toi, tu seras toujours, aux yeux de la France, un Français de papier et moi, je détestais ça. Donc en fait, quand j'allais au Maroc, je surinvestissais ma francité. Genre, j'étais là: «Non, je suis français. Non, je suis français», tu vois ou pas? Vraiment la honte parce que le Maroc m'accueillait à bras ouverts. À Mmh. chaque fois, c'était comme ça et au bout de quelques jours, par exemple, bah, enfin tout le monde était, très, sympa avec moi, je sortais au hanout, on m'envoyait faire les courses, tu vois? Genre, j'étais posé sur le pas de la porte, je le raconte dans le livre, à manger, zrea là, le comme on dit, c'est, des graines de tournesol, et surtout, quand, mon oncle, qui est décédé il y a 2 ans, Allah yarhamou, me disait, là: «Vos dirigeants nous ont tout volé», j'étais là: «Mais qui ça vaut? Pourquoi tu me mets dedans?» tu vois ou pas? Et Ouais. pourtant, bah, je surinvestissais cette francité-là, tu vois? Et en fait, si tu veux, bah, il y a eu cette première étape-là, cette arabité, où enfin qui était, d'un côté, un mélange de fierté, mais aussi il y avait une forme de frustration, parce que j'avais l'impression que, i si je voulais être français, il fallait que je renie cette arabité. Et ensuite, il y a eu la deuxième phase qui est arrivée au début de ma vingtaine, quand je suis rentré, à la fac et enfin en prépa et à la fac, hem et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais arabe dans le sens, où ma race précédait mon existence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais quelque part, on me voyait moi comme arabe avec tous les présupposés que la société pouvait avoir. Le vol, le terrorisme, et la délinquance et compagnie. Et en fait, j'avais d'un côté, je dirais pas honte, mais j'étais frustré parce que je j'étais pas maître de l'image que j'avais de moi et en fait, j'ai commencé à me plonger dans la lecture, notamment de plein de sociologues, d'historiens que je cite dans la bibliographie du livre et tout au long du bouquin, qui m'ont aidé en fait à me comment dire? Me soustraire du regard blanc, tu vois? Du regard dominant, du regard colonisateur, c'était vraiment il fallait absolument que je réinvestisse cette arabité-là, donc que je devienne arabe en mes propres termes. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'à partir, enfin, de mes 25 ans, quelque chose comme ça, quand je marchais dans la rue, j'avais plus cette image, enfin, ce racisme intériorisé, en mode, quand on va me voir, en fait, on va voir un potentiel délinquant ou criminel. Quand je montais dans le métro, je faisais même plus attention à la manière dont je m'asseyais, si je faisais peur, bah, je fais peur, c'est pas mon problème ça, tu vois? Donc en fait, ça m'a je pense que la lecture et la sociologie m'ont vachement aidé, à vraiment devenir arabe, comme je le voulais et aussi le fait de me rapprocher de mes origines et de mon héritage. Ça a été très important. Parce qu'au final, là, tu t'expliques, tu dis: «Bah, en fait, moi, j'ai été arabe en 2 temps», mais peut-être que et c'est juste moi comment je perçois ton propos, aujourd'hui, tel que tu me l'expliques, c'est qu'il y a pour moi, il y a même 3 temps parce qu'il y a même,
entre les 2 que Mmh. tu évoques, en fait, il y a celle où, tu as l'étiquette de l'arabe qu'on t'a collée et que tu as subie et que tu n'as pas choisi. Parce qu'à la limite, ta marocanité, comme, ce que tu dépeins, c'est quelque chose que tes parents t'ont transmis, que ta famille, t'a transmis, aussi, quand tu retournais au Maroc, pendant l'été, et cetera. Et qu'après, en fait, la société française qui est très violente et qui te conditionne et quand tu atteins en plus aussi un certain âge et que tu es perceptible dans l'espace public en tant qu'homme, parce que c'est pas pareil pour les femmes, Mmh. ça devient aussi autre chose. Et ensuite vient cette forme d'émancipation parce que connaître ta condition et lire, se renseigner sur la sociologie et ce que dit justement la sociologie des existences diasporiques, immigrées dans plusieurs contextes sociaux et pas nécessairement en France, mais en tout cas dans les pays euh, du Nord. On Mmh. va parler de Nord et de Sud global. Ouais, nord colonial et sud, global, ouais. Voilà. Et finalement, il y a quelque chose d'émancipatoire aussi dans ce que tu racontes dans ta trajectoire. On voit dans ton livre que c'est absolument pas simple, que à plein de moments, tu te sens tiraillé entre plein de choses et que c'est pas nécessairement quelque chose que tu penses par toi-même, mais au bout d'un moment, la société, à plein d'égards, te colle des chocs. Et c'est là, en fait, que tu réfléchis ta condition autrement et que tu te penses autrement. Est-ce que quand tu avais toutes ces bribes de phrases écrites et que tu disais peut-être que j'ai envie d'écrire quelque Mmh. chose, peut-être un livre, est-ce que c'était déjà ta condition que tu avais envie de raconter? En précisant que tu ne racontes pas que ta condition dans ce livre, mais que c'est un peu une politique d'entonnoir inversé. On part de toi et on Mmh. va vers quelque chose qui est la condition de beaucoup d'afro-descendants en France, finalement. Mmh. Alors je suis content parce que du coup ça reprend, la réflexion que j'avais, amorcée à la fin de la toute première question sur c'était super facile pour les pendant les premières semaines, mais en fait, ça s'est un peu compliqué. Parce qu'à la base, moi, ce que je voulais, c'était, écrire une sorte de guide de survie pour personnes racisées. C'était ça le but de ce bouquin, tu vois? C'était bon, si je te retrouve, dans une soirée où, tu le seul rebeu ou renois ou asiate, qu'est-ce que tu vas répondre si, on te balance une insulte raciste? En fait, c'était vraiment ça. Et en fait, je me suis, enfin, j'écrivais, j'allais un peu à droite, à gauche, je testais les styles justement et en fait, très rapidement, la forme de l'essai m'est venue, parce que, j'avais le sentiment d'avoir des choses à dire mais je restais quand même pudique. J'avais pas l'impression que, mon expérience, mes expériences de vie étaient, légitimes à être racontées donc j'y allais mais on va dire je naviguais à vue et en fait, au bout de 3 4 mois d'écriture donc, tu sais, j'envoie à mes éditeurs, ils me font des retours et compagnie. Bah, ils m'attrapent par la veste, tu vois? Et ils me disent: «Bon, va falloir que tu parles un peu plus de toi là». Parce que les gens ont besoin de s'identifier. C'est bien de parler de racisme, c'est bien de parler d'oppression et compagnie, mais en fait, si tu donnes que des exemples extérieurs et que tu donnes pas tes propres exemples à toi, les gens ils vont lâcher l'écriture. Et oui, ils ont raison parce que ce que je faisais, c'était un essai, c'était ni un livre de sociaux, ni un livre d'histoire. Enfin, c'était pas le but. Et en fait, je me suis fait violence. J'ai dû replonger dans des souvenirs vachement traumatiques. Ça a été le plus difficile et il y a eu, des questions que, notamment la question queer que j'avais honte, d'évoquer, tu vois? Donc je me suis dit: «Je vais me consacrer strictement sur, la question raciale». Mais tu vois, plus j'avançais et plus je voyais qu'il y avait un truc qui manquait parce que, bah, je le disais, il y a quelque temps chez Mediapart, je me faisais attaquer à la fois par les discours islamophobes et à la fois par les discours queerphobes. Donc, en fait, il a fallu, comment dire? Trouver, un compromis et le juste milieu et ça, c'est pas arrivé avant au moins 1 an et demi, dans le processus d'écriture. C'était justement, ma prochaine question et de parler en fait justement de tout ce que tu évoques et c'est pas seulement la question raciale, c'est pas, seulement, non plus, l'expérience de quelqu'un de racisé en France, qui vient du 19e, et qui, du coup ne correspond pas au bon code de la bonne société et surtout pas aux sphères, quand même élitistes intellectuellement et de pouvoir qu'est le journalisme. C'est aussi aborder cette question de, beh, quand en fait tu es nord-africain, supposément musulman dans le regard, parce qu'aujourd'hui en France, de toute façon, tu es nord-africain, tu es musulman, tu pas le choix, que tu Mmh. le sois ou pas, que tu sois pratiquant ou pas. Et finalement aussi de comment tu vis ça en tant que personne queer. Mmh. Et ça, c'est une parole qui est quand même assez courageuse à porter dans un livre. Mais in fine, tu me dis que tu avais déjà plus ou moins un pied dedans parce que tu te faisais quand même beaucoup attaquer là-dessus. Bah, ouais, parce qu'enfin, tu vois, genre, on m'attaquait pas directement, mais tous les discours, queerphobes,
que ce soit à la manif pour tous ou bien après le massacre à Orlando en 2016 ou les discours islamophobes post-Mohamed Merah, post-13 novembre, post-Samuel Paty, bah, en fait, ils me touchaient de façon égale. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça que les gens ont souvent du mal à imaginer parce que il y en a beaucoup qui sont pas dans mes bottes, tu vois, qui sont pas à l'intersection de toutes ces identités. Et c'est pour ça que et quand bien même ces discours me touchaient, bah, en fait, j'ai toujours mis de côté la question queer et je l'ai enfoui, l'identité queer, je l'ai enfoui parce que j'avais peur justement. Tu disais que c'était courageux, bah, moi le courage, franchement, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai enfin, avant ça, c'était inimaginable pour moi jusqu'à ce que je rencontre justement des personnes queer et des personnes queer marocaines et des personnes queer marocaines qui vivent au Maroc, tu vois? Et je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, eux se battent là-bas, bah, faut que je fasse quelque chose ici». Et surtout, moi, on va dire que le comment dire? Le moment charnière, ça a été en fait, une connaissance, qui s'est donné la mort en fait, pendant l'été 2023 et il était marocain et il était queer aussi, tu vois? C'était un rebeu queer et en fait, je me suis dit: «Tu vois, c'est ça le problème, c'est que on a des gens qui meurent et moi je suis là, je suis silencieux. Je peux pas, continuer à l'être». Donc je suis obligé, enfin, je me suis obligé moi, je dis pas que les gens sont obligés de le faire, mais je me suis obligé moi à, justement porter cette parole-là, peu importe, sachant que, enfin, j'ai quand même, on va dire l'avantage d'avoir une communauté qui soutient vachement et qui est vachement, ouverte sur ces questions-là. Donc il y avait aussi, ce privilège, qui m'a aidé à évoquer cette question. C'est, tout de même courageux. Ouais. C'est tout de même courageux parce que, on en parlera un petit peu plus tard, dans l'interview, mais, tu questionnes pas seulement la manière dont tu peux être perçu en tant que corps racisé nord-africain queer, mais aussi, tout plein de codes de masculinité que subissent en fait les hommes non blancs en France. Et donc tu parles de violences qui te viennent en fait du regard blanc, tu parles aussi de violences qui te viennent du regard racisé, mais ça on aura l'occasion de repartir, là-dessus, un petit peu plus tard dans cette interview. Dans ce livre, où tu évoques beaucoup de sujets, tu as beaucoup de références, Mmh. qui sont très intéressantes et qui permettent d'étayer ton propos si on veut creuser, aller chercher ailleurs, mais ce sont finalement des propos qui sont défendus et qui rejoignent ce que tu dis. Tu as beaucoup de références académiques, tu l'as dit en introduction, mais afroféministes, américaines. Tu as aussi des références qui sont beaucoup plus populaires et qui peuvent parler au grand nombre, qui sont en fait des archives d'internet, des tweets, des séquences qui ont marqué à certains moments. Ça m'intéresserait que tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix. Parce que comme tu es journaliste, et là Mmh. peut-être que c'est vraiment une question de journaliste à journaliste, Ouais, ouais, ouais. Les autres peuvent partir. Non, je rigole. peut-être que tu vois, les journalistes ont un côté plus terrain que des académiques, mais il y a quand même du snobisme dans la profession et certains auraient tendance à dire: «Oui, non, c'est pas sérieux de prendre ces choses-là», comme si finalement c'était pas le marqueur de ce que beaucoup de personnes vivent et des archives, vivantes, Mmh. et en évolution de, en vrai, ce que beaucoup de personnes, souhaitent dire et là où elles ont pas de tribune pour dire. Pourquoi toi, tu as fait ce choix-là? Le choix de, mélanger Oui. toutes ces références, en fait, ça a même pas été un choix, c'était naturel pour moi, parce que je suis la somme de toutes ces références et que, enfin, pour moi, c'était aussi important de citer, Edouard Saïd et Toni Morrison que Shai, tu vois? Ou Aya Nakamura. Parce que, en fait, ces personnes-là, racontent quelque chose de leur, environnement et de leur époque à leur manière. Et il y a pas, un meilleur, sociologue ou, un meilleur artiste. En fait, pour moi, je les mets tous sur, le même pied d'égalité. Et quand j'étais en train d'écrire, justement, pour moi, c'était plus facile de mobiliser les références de pop culture que les références de sociologie. Quand bien même j'en lis énormément, c'est pas le truc qui m'a bercé toute ma vie. Donc, tu vois, quand je parle, je sais pas, je fais un chapitre sur la réussite, comment on peut définir la réussite quand on est une personne racisée dans un système capitaliste, libéral, ultra-libéral même, bah, en fait, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Shai dans Cocorico qui dit en fait, se lever tôt, prendre le métro, enfin jamais j'ai pas envie de faire ça, tu vois? C'est pour moi, c'est un discours qui était à certains égards révolutionnaire. Ça m'intéressait pas à ce moment-là d'aller, fouiller, dans Marx, et compagnie. Tu vois? C'était pas naturel pour Mmh. moi. Ça, c'est arrivé,
au moment du lycée et de la fac. Et en fait, moi, j'ai jamais voulu me conformer non plus à l'univers de l'édition. Heureusement, mes éditeurs sont pas du tout dans ça, mais en fait, ça m'intéressait pas d'avoir cette étiquette comment dire? Ouais, d'auteur, intellectuel, enfin, en vrai, je le suis parce que pour moi, la pop culture, c'est aussi intellectuel. Mais tu vois, quand je dis intellectuel, J'ai ce que compris, ouais. j'entends, mais tu vois, ça m'intéressait pas parce que en fait, il y a plein de gens, et je prends pas les gens pour des imbéciles comme quand je dis ça, mais qui ont pas eu accès à la sociologie, Mmh. qui ont pas accès forcément à un bagage et à un langage universitaire. Et ces gens-là, pour les capter, il faut s'adapter à eux, sans encore une fois les prendre pour des imbéciles, mais il faut, justement mobiliser des ressources, qui leur sont familières. Parce que si moi je me mets à ne citer que, Toni Morrison, que, je sais, bah, Angela Davis, que Sojourner Truth par exemple, bah, en fait, ça va perdre les gens et ça va perdre ma cible parce que moi, je suis pas là pour écrire un bouquin qui va rester cantonné à une sphère journalistique, élitiste, académique. Je suis là pour que des gens de mon quartier qui ont pas forcément eu l'opportunité d'aller à la fac ou même de finir le bac puissent le lire et se dire ok je comprends et bah là c'est une première base, bah tiens je vais aller découvrir un peu la sociologie autour de ça, tu vois. J'ai voulu que ce livre là ce soit une porte d'entrée, donc mélanger toutes ces références ça permet en fait de faire passer la pilule on va dire, tu vois, Mmh. des textes académiques et surtout une dernière chose c'est enfin je pars un peu dans tous les sens, mais ça Non, fait sens t'inquiète. quand même. Mais tu vois, quand je suis rentré en école de journalisme, on nous disait ouais, sortez de votre zone de confort. Mais en fait, en réalité, on sortait pas vraiment de notre zone de confort, on nous conformait, tu vois. Et ça, je me suis battu pendant mes 2 années de master pour pas me conformer et continuer à parler des choses qui m'intéressaient et de parler avec le langage et la langue voilà, qui me parlait le plus parce que je voulais pas être aseptisé et me retrouver à avoir l'accent journaliste, tu vois? Voilà, moi, je sais pas poser ma voix, par Tu exemple. veux dire parler comme ça? Astaghfirullah, oui, voilà, comme ça. C'est intéressant, ce que tu évoques, et nécessairement ça fait écho aussi à ce que moi j'ai pu voir en école de journalisme et qui est intéressant de voir comment on fabrique, les journalistes aujourd'hui et comment lorsqu'on est, pas blanc et qu'on entre en école de journalisme, c'est c'est comme le sas d'entrer à une, à cette sphère de pouvoir et comment on essaie déjà de conditionner les gens en disant: «Toi t'es valide, toi t'es valide, toi t'es pas valide», pour des raisons X ou Y qui Mmh. sont toujours extrêmement, très très orienté, bah, en fait, tu corresponds pas au regard blanc, élitiste, bourgeois et qui va défendre des intérêts, potentiellement qui sont aux antipodes de la déontologie Et journalistique. tu tout de suite vu comme, potentiellement engagé, enfin, il y a toujours cette suspicion du militantisme, moi, C'est qui m'a ça. suivi, avant même que, j'affiche justement ces convictions-là. Quand tu dis avant que tu affiches ces convictions, c'est-à-dire que pendant que tu étais, étudiant, tu n'avais pas ton compte, qui était actif et tu En fait, critiquais pas? c'était C'est on vraiment t'a pas les identifié, premiers mois. Les OK, premiers mois, je parlais vite fait sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment à partir du covid, du confinement, que j'ai commencé à afficher mes convictions. Mais avant ça, c'était même pas que j'avais pas envie, c'est que j'étais encore en train de, on va dire, décoloniser mon esprit à ce moment-là. d'accord. J'apprenais. Dans le livre, c'est intéressant parce qu'en fait, et ça fait écho en fait avec, ce qu'on t'apprend aussi en école, de journalisme, cette chimère que serait, le fait d'être capable de s'appliquer, u une forme d'objectivité lorsqu'on traite les sujets Mmh. et ça fait écho aussi à ce que tu dis lorsque tu sais que quand tu es non blanc, beaucoup, de nos confrères et de nos consoeurs ont ce problème avec, une forme de présomption de militantisme lorsqu'elles souhaitent aborder, des questions, de féminisme, les questions de LGBT-phobie, les questions raciales, et cetera. Chose que bien sûr, on ne met pas sur le dos, de nos camarades lorsqu'on était étudiant, de nos camarades blancs. Toi, en fait, dans ton livre, c'est assez intéressant parce que j'ai trouvé que tu faisais justement un aller-retour, très lisible justement entre ta subjectivité et une objectivité et avec un regard beaucoup plus journalistique et sociologique. Heu, Comment est-ce que tu as fait ces Mmh. allers-retours-là dans ton écriture? Parce que même en tant que journaliste, en fait, je trouve pas que ce soit un livre de journaliste, tu Mmh. vois? C'est très fluide et quand on s'est rencontrés, que tu m'as dit: «Bah, tu me diras ce que tu en penses» et tu m'as dit: «Beaucoup de gens te disaient: "Ah bah, ça passe comme ça, on peut le lire, très Mmh. facilement"». Comment est-ce que tu as réussi à modeler ce regard-là et faire des allers-retours entre toi, heu, Anas et le toi, Anas, journaliste? Mmh. Ou peut-être L jnounaliste du coup, celui-là? Journaliste, ah, Anas j'aime et beaucoup. jnounaliste, Ouais, comme tu vois? j'aime beaucoup la ref. Alors
En toute honnêteté, le Hana journaliste, s'est assis sur le côté, a pris des notes, tu vois? Et parce OK. que, en fait, au début, j'avais commencé à écrire ça, enfin, au début, quand j'ai commencé vraiment à parler de moi, je le faisais un peu en mode journal intime, mais je voulais pas tomber dans un livre témoignage, tu vois? Je voulais pas que ce soit le témoignage d'un mec rebeu de quartier musulman, queer, qui pleure, il est passé en hôpital psychiatrique mesquine et il est journaliste aujourd'hui. En fait, c'était pas Oui. mon int tu vois? C'était pas mon truc. Moi, ce qui était pour moi, enfin, on va dire le fil conducteur, de mon processus d'écriture, c'était, de mobiliser mes expériences, mais en fait, de les expliquer d'un point de vue sociologique et historique. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple du chapitre, alors c'est dans le chapitre 4, il me semble, que je parle de mon passage en hôpital psychiatrique. Et en fait, pour moi, c'était un prétexte. En fait, tout témoignage en fait est toujours un prétexte pour raconter le monde. Pourquoi j'ai fini en hôpital psychiatrique? Parce que justement, queerphobie systémique, racisme systémique, classisme et tout ça mélangé, paf, ça fait des choc à pic si tu veux, tu vois, mais ça fait ça, enfin, tous ces systèmes d'oppression, bah en fait, sont et le capitalisme évidemment, on le cite même plus lui, mais tout ça, en fait, explique pourquoi moi, je me suis retrouvé en HP, en fait, tu vois. Je suis la victime d'un système. Après, évidemment, il y a des relations interpersonnelles et aussi une question d'éducation et d'environnement qui rentrent en jeu, mais le fait est que bah, quand tu es dans une société qui est hétéronormée, qui est blanche, qui est capitaliste, et que toi, tu n'es pas tout ça, et qu'en plus de ça, tu viens de quartier populaire, bah forcément, en fait, ça va être la propension de finir avec un trouble mental est beaucoup plus élevée. Ça, c'est documenté, hein, Oui. partout dans le monde, c'est documenté. Donc en fait, c'est pour ça que il y a il y a eu cet aller-retour qui était facilité, c'est parce que moi je connaissais ma position. Je voulais pas forcément me mettre en avant, même si le livre parle de mon histoire, tu vois. Mais en fait, je voulais pas me mettre en avant. C'était, voilà, je pars d'un constat, je pars d'un événement que j'ai vécu, mais cet événement-là, finalement, avec mes lectures, je me rends compte que il est vécu par énormément de personnes. Parce que il y a ce concept qui existe, parce qu'il y a celui-ci qui existe. Donc, je vais raconter mon témoignage et je vais l'expliquer. Et en fait, si je peux l'ouvrir à d'autres, comment dire, à d'autres expériences, je vais le faire. Je vais te donner un autre exemple. Tu vois, il y a un chapitre où justement je parle de un jour, mon oncle d'Agadir vient en France et il vient devant mon collège pour, enfin, en gros, m'accompagner. C'était en mode une surprise et il vient en claquettes chaussettes. Et en fait, quand il arrive, j'étais en troisième, je le vois, je fais purée, c'est un blédard, il est venu en mode blédard et tout, et je me taille, tu vois. Et en fait, quand je racontais avant cette anecdote-là, tout le monde explosait de rire et compagnie. En fait, voilà, j'avais l'histoire qui faisait rire tous mes potes. Et en fait, avec le recul, déjà, j'ai trouvé cette situation hyper violente pour lui. Et surtout, je me suis rendu compte que bah, c'était du racisme intériorisé. Mmh. Et du coup, j'ai longtemps réfléchi et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais la citer dans le livre, mais je vais la citer juste après pour expliquer ce qui s'est joué à ce moment-là. Et donc je fais des recherches et je me rends compte qu'il y a une sociologue américaine qui parle de ce genre de comportement. Elle l'appelle altérisation défensive. Tu vois, elle s'appelle Karen D. Pike Mmh. et elle parle d'altérisation défensive. Donc l'idée selon laquelle tu vas te distancier de ton groupe racial quand il va enfin, exulter, quand il va, comment dire, des comportements. Qui les euh, rendrait trop identifiables comme ce groupe ciblé en tant que tel. voilà, exactement. Voilà des comportements négatifs stéréotypés. Mmh. Voilà, en fait, c'est cette idée-là. Donc, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est ça qui s'est joué. Et quand j'en ai discuté avec pas mal d'amis, parce que ce livre, c'est vraiment la somme de mes gens aussi, c'est pour ça qu'il y a une liste de longue comme ça de Oui. remerciements, je me suis rendu compte que j'étais même pas le seul, tu vois. Dans cette situation-là, qu'on s'était tous. Enfin, tout le monde n'a pas un oncle d'Agadir qui est venu devant le collège, mais tout le monde s'est retrouvé dans une situation où, par exemple, t'as un tonton rebeu ou une tante Renoir qui va parler un peu fort dans les transports, et là, tu vas dire, ah purée, elle va foutre la haine, enfin, elle va foutre la honte, tu vois, ou bien quand tu vas voir Mmh. des rebeux algériens célébrer une victoire, tu vas dire, ah regarde, ils vont dire encore les Arabes, tu vois. Et en fait, tout ça, bah, tous ces exemples-là, bah, je les ai mis, tu vois, dans mon livre pour expliquer que dans tous les cas, bah, déjà, c'est du racisme intériorisé et surtout, c'est pas ces situations-là qui vont créer le racisme. Le racisme, il existait déjà avant et c'est le racisme qui a fait qu'on est là aujourd'hui et c'est le racisme qui explique pourquoi l'Occident est venu dans nos pays, tu vois. Donc en fait, il faut qu'on arrête de se taper dessus. Voilà.
Et bah, c'est bien parce que cet exemple et là, comment tu l'as élargi, justement, ça fait écho à une actualité qu'on a vécue il y a pas si longtemps, lorsqu'il y a eu la victoire du PSG et que, il y a eu, effectivement des scènes, on a vu beaucoup de casse et cetera et tout et qu'on a vu beaucoup de personnes, racisées prendre la parole et alors moi, je veux bien qu'on condamne la casse, il y a pas de problème et tout ça, hein, c'est mais beaucoup se ont dit, heu: «Vous voyez, c'est à cause de vous qu'on est raciste avec nous» et c'est comment même, ce racisme intériorisé, c'est même pas une mécanique de distanciation. On peut y voir dans ce genre de réaction un truc de: «Moi, je suis pas comme vous». C'est de dire: «Bah si, nous, on est tous pareils, on est une communauté, on est un bloc monolithique et en fait, ce que vous faites, ça va, dépeindre sur nous et ce que nous, on fait, ça va dépeindre sur vous». Heu et c'était quand même assez, alors du coup, là, je prends vraiment un œil journalistique, intéressant de voir aussi comment à ce moment donné-là, il y a beaucoup de personnes racisées justement qui ont pris la parole pour justement dénoncer ces comportements qui disaient, en gros, «Oui, vous nous foutez la honte, c'est à cause de vous qu'on pense du mal de nous», alors que non, non, on remet l'église au milieu du village ou qu'importe le lieu de culte au milieu de là où il doit être et de dire: «Non, non, le racisme en fait, il ne vient pas de là. En revanche, vous êtes soit malheureusement inconsciemment, sujet, à toute la déferlante qu'il va y avoir derrière parce que c'est sûr qu'il va y avoir une récupération Mmh, politique de ces événements pour dire: «Mais vous voyez, on vous l'a dit, c'est mmh. eux», vu le climat, d'extrême droitisation de notre pays auquel on assiste actuellement. Mais j'ai trouvé ça bien parce que j'ai vu plus de prises de parole pour dire: «Alors là, ah non, 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 c'est pas comme ça». Je suis d'accord avec toi et ça me rassure tellement parce que c'est vrai que ce genre de discours, il y a 10 ans, il aurait pas rencontré autant de contre-discours et surtout, enfin, tu vois, je pense qu'on est conscient que, évidemment, ce que, des rebeux et des renois vont faire, par exemple, après le PSG va concrètement avoir un impact sur nous. Mais en fait, on va pas aller les blâmer parce que c'est pas leur faute, tu vois ou pas? Et surtout, on n'est pas, comment dire? On n'est pas un bloc monolithique comme tu l'as dit. En fait, tu vois, quand je dis que ça va avoir un impact sur nous, c'est parce qu'on ne vit pas dans une utopie. On sait très bien que l'extrême droite, la droite et même une partie de la gauche, hein, parce qu'on Mmh. les oublie hein, aussi, C'est tu vrai. vois. Bah, en fait, ils vont récupérer cet événement et dire regardez, tous les Noirs et tous les Arabes sont pareils. Ouais, c'est le cas, ça arrive, mais en fait, c'est à nous de faire un travail intracommunautaire pour justement affranchir les gens de cette impression-là que en fait, moi, je te ressemble et ça veut dire que si moi je fais ça, ça va avoir un impact sur toi. Non, voilà, ça c'est un truc. En fait, à partir du moment où toi, tu marches dans la rue et tu sais que la personne, voilà, l'autre rebeu ou l'autre renois n'a aucun impact direct sur toi, dès que tu te dis ça dans la tête, c'est beaucoup plus facile pour toi pour survivre dans une journée. Bon, après, ça c'est d'un point de vue individuel, hein, du point de vue collectif, il faut avoir quand même une discussion là-dessus. Tu parles, justement des discussions qu'on doit avoir, entre nous. Une des autres discussions peut-être qu'on devrait avoir, entre nous, j'entends par là les groupes racisés, ici Mm. particulièrement les groupes racisés, descendants d'immigrés africains, donc que tu appelles renois et rebeux, mais moi quand on est sur Histoire d'Afrique, moi je Et dis oui, africains, voilà, parce on est que africain de bah, non mais ouf. parce que la scission, idéologique, on essaye Mhm. de la réduire aussi, Bien sûr. voilà et je trouve que tu t'inscris aussi dans cette forme de rassemblement en disant que finalement nos conditions, alors toi tu parles effectivement aussi plus d'un regard masculin que moi je ne suis pas bien sûr, euh, en disant mais en fait nos conditions peuvent parfois ne pas être très éloignées et il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est dans le chapitre que tu appelles la performance où là justement tu questionnes en fait les masculinités africaines en France et notamment les codes de survirilité parce qu'on s'attend malheureusement beaucoup en France, euh, dans nos communautés et même dans le regard blanc, c'est ce regard blanc qui est posé aussi sur les hommes africains, à ce qu'il y ait une forme de violence déjà qui leur soit inhérente et qu'il y ait une forme de survirilité et qui d'ailleurs cette survirilité est est aussi un des arguments pour les masculins blancs pour dire ils prennent nos femmes, machin et tout ça. Mais Mm. ça, c'est un autre sujet. En tout cas, il y a une sous-partie que tu as intitulée Les hommes arabes et noirs ont le droit de pleurer. Mm. Et tu soulèves l'interdiction. À la vulnérabilité, à la sensibilité. Et puis aussi, ça peut aller au fait d'être conscient que nous avons une santé mentale et qu'il faut en prendre soin. Et puis à toute une forme aussi de codification vestimentaires, comportementaux qu'il faudrait performer parce qu'il faudrait surtout pas répondre à l'étiquette de, je n'ai pas le droit de dire ce mot, mais je le dirai juste pour cette interview. Ça commence par P et ça finit par DE. Et Mhm. je mets un astérisque entre. Mhm. Voilà. Toi, du coup, je,
j'aimerais t'entendre là-dessus Mmh. parce que ce passage, je pense qu'il est pas très simple à évoquer et je trouve que tu le fais avec un regard qui est juste et nécessairement, c'est aussi ta condition donc qui de mieux que quelqu'un de concerné, pour en parler? Mmh. En fait, ce passage-là, j'étais même pas sûr de le garder parce que je savais pas trop, si, comment dire? Si j'avais, les épaules pour, tu vois? Parce que encore parler de queerness, on va dire que ça me concernait, tu vois? Mais à partir du moment où tu appelles les gens de ta communauté et quand je dis la communauté, c'est la communauté africaine, quand tu les appelles et tu leur dis aux mecs: «Eh, vous pouvez pleurer». Là, par contre, tu vois, on va te regarder en bizarre et on va te dire, «Ah ouais, non, on est des hommes», tu vois? En fait, j'ai, longtemps réfléchi parce que, enfin, j'ai vu plein d'exemples sur les réseaux sociaux, notamment, je me rappelle, il y avait un mec, c'était un rebeu, il était pâtissier. Il venait d'avoir son diplôme en pâtisserie. Et il y a un mec qui lui a dit: «Mais tu veux pas faire un taf de bonhomme?» Et ça m'a foutu la rage parce que je me suis dit: «Mais en fait, tout ça, c'est la face d'une même pièce». Que ce soit cette injonction à la masculinité comme le truc de dire, «Ça, c'est un métier de blanc», tu vois? Et en fait, toutes ces injonctions-là, elles te poussent, à te limiter, à limiter le champ des possibles et en fait, c'est ça, moi, que c'est la raison pour laquelle j'ai finalement gardé ce passage-là. C'est parce que je voulais montrer aux hommes africains de la diaspora africaine en France, qu'ils avaient la possibilité d'être qui ils voulaient et de se présenter au monde qui ils voulaient. Il y avait un passage que j'ai pas gardé parce que je trouvais que ça l'allongeait beaucoup, mais on va en parler ici, voilà, petite «exclu» entre guillemets, mais c'était un moment où je disais: «Il nous faut autant de enfin, il nous faut beaucoup de représentation médiatique, enfin, comment dire? Il nous faut énormément de représentations médiatiques diverses, tu vois? Et je citais, par exemple, comment le rappeur Younes dans la série Drôle, qui dit Smile, Bilal Hassani, et même, un influenceur qui faisait du boucan sur les réseaux, mais qui s'appelait King Cartel et c'était un mec, c'était un influenceur, afro-descendant qui était queer aussi OK. et qui, voilà, on va dire, surjouait un peu cette esthétique à la fois, queer et ghetto, qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, tu vois? Mais que je trouvais hyper intéressante parce que en fait, tous ces profils-là que je viens de citer, ils permettent de penser des masculinités noires, arabes, africaines qui, sortent des schémas imposés et c'est pour ça que, j'ai écrit ça et en fait, ce passage-là, il aurait presque pu être dans les 2 passages sur la queerness. Mais comme en fait, je voulais absolument le relier aussi à la question de la blanchité, donc l'idée selon laquelle, bah, en fait, comment dire? Attends, je suis en train de perdre mes mots, mais je vais retrouver ça. Je voulais le relier à la question de la blanchité parce que justement, il y avait toutes ces questions, bah, de, bounty, arabe intégré, la banane et compagnie et pour moi, en fait, lier les questions d'injonction racialement connotée à la masculinité et injonction racialement connotée à la bienséance et compagnie, bah, en fait, pour moi, c'était plus simple de les mettre côte à côte, tu vois, dans un même chapitre. Dans un de tes chapitres et c'est l'avant-dernier, Ouais. que tu as appelé «Force à nous». Mmh mh. Ça moi c'est la sensation que j'ai eue, c'est ça résonne vraiment comme un gros soupir quoi, un Mmh. ou en vrai, chaud ce qui nous attend. Quel pronostic tu dresses pour les personnes, qui, partagent la condition avec toutes les strates que tu as évoquées? Donc, arabes du coup, nord-africains, mais on peut même peut-être l'étendre à africains de manière Mmh générale, mh. diasporiques, de France, queer, venant, pas, des bons endroits dans Paris, ou de France de manière générale. Hem, Qu'elles soient musulmanes, perçues comme telles ou non, quelle est, ta vision, pour l'avenir? Ma vision pour le moment, elle est assez pessimiste, parce que, 2027 approche, qu'on n'a jamais eu autant de députés, d'extrême droite, à l'Assemblée nationale, qu'ils ont fait un score, absolument, effrayant, aux élections européennes. On a la montée des fascismes, on a une régression des droits, LGBT, par exemple en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis. Les droits des femmes sont bafoués, bah, par exemple le droit à l'avortement aux États-Unis, enfin, c'est pour ça que je suis content de voir que l'IVG a été inscrite à la Constitution en France. Mais, j'ai peur parce que, aujourd'hui les discours d'extrême droite, guident l'agenda médiatique et politique et aujourd'hui les médias justement courent après, l'extrême droite et le problème c'est que nous, personnes,
racisés, de quartiers, des ruralités, des outre-mer et compagnie, on n'a pas encore réussi, à mon sens, à s'organiser, sur le long terme. Je vais m'expliquer. Quand il y a eu, la dissolution de l'Assemblée nationale, heu, l'été dernier, Mmh. tout d'un coup, il y a eu une sorte de grand rush où tout le monde, s'est levé à gauche, avec le nouveau Front populaire et plein d'autres petites organisations et plein d'autres assemblées comme ça. Voilà, tout le monde s'est réveillé, on a agi dans l'urgence et voilà, on a sauvé les pots cassés quand même parce que, voilà, on a sauvé les meubles, parce enfin, on l'a vu avec le score du NFP. Mais, le problème, c'est que cette ferveur et cet élan-là, on l'a pas gardé. Regarde, aujourd'hui, on est 1 an plus tard. Où est-ce qu'elles sont où en sont tous ces groupes WhatsApp qui ont été créés? Où en sont toutes ces organisations qui ont été créées? On les entend plus malheureusement et en fait, le problème, c'est que on agit toujours dans l'urgence et c'est pour ça que moi, je te dis que je suis pessimiste pour nos gens. C'est parce qu'on n'a pas encore mis en place une stratégie sur le long terme pour contrer le discours, le discours raciste, queerphobe, antiféministe, transphobe et compagnie de l'extrême droite. Maintenant, j'ai envie de dire, enfin, je vais pas non plus, rester sur une note pessimiste parce que c'est pas, non plus le but, mais moi, ce qui me rassure, c'est de voir l'émergence de plein de projets et d'initiatives sur ces dernières années quand même, tu vois? Là, quand je te dis ça, je pense, aux travaux de Franck Lao, avec Décolonisons-nous, je pense à Bissai Media, je pense à tout un tas, bah, je pense aussi, bah, à Histoire d'Afrique, à Yassa chez nous, enfin, à Histoire Crépue aussi, enfin, Bien il y a sûr. voilà, il y a toutes ces en fait, il y a une, réappropriation des narrations qui fait du bien et qui permet justement de se penser en dehors du regard blanc et de penser des stratégies, politiques de résistance. Il y a des lieux évidemment de réflexion, il y a eu les par exemple le festival des chichas de la pensée Mmh. qui s'est tenu pendant de 2021 je crois à 2023, qui a aussi permis d'offrir des perspectives, et des alternatives politiques, à travers justement, toutes les conférences, les workshops et compagnie. Maintenant, je pense que enfin, on marche sur des œufs, on marche trop sur des œufs encore, on tâtonne encore beaucoup trop et je pense qu'il faudrait, un nouvel élan, mais en fait qui soit décorrélé d'un agenda politique ou médiatique. En fait, il Mmh. faudrait qu'on s tu vois, Qu'ils soient pas dans la comme réaction, en le pire, fait. tu vois? Mmh. Comme le Parti des indigènes de la République a enfin, lequel je suis pas forcément d'accord sur tout, tu vois? Mais en 2005, voilà, enfin, heu, en fait, il faut quelque chose qui, hem comment dire? Qui a un impact fort à un moment T et qui puisse permettre de, créer un héritage justement politique pour les générations à venir. Parce que là, franchement, j'ai envie de te dire, enfin, même si, demain on se réveille, et que, on lance, un grand mouvement, il va falloir attendre, plusieurs générations avant de tu vois? On va planter des graines, il faudra des générations avant de récolter les fruits, et les légumes de tout ça, tu vois? Mais, voilà, pour le moment, moi, je suis on va dire bon, au début, je disais que j'étais un peu, pessimiste, mais on va dire que je suis plutôt, entre les 2. OK. C'est intéressant, tout ce que tu as évoqué parce que, j'allais te poser la question de comment était perçu ton ouvrage parce qu'on te voit quand même, assez actif pour à la promotion de ton livre. Mmh. On te voit sur des plateaux télé, on te voit, dans pas mal de talks, dans les cercles militants, tu es quand même, beaucoup là et tous les nouveaux médias que tu as cités et les initiatives que tu as citées, on se rend compte en fait que, nous sommes déjà nos existences sont éminemment politiques de toute façon. Et les gens sont très politisés finalement. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans le fait de ne pas être en mesure de s'organiser politiquement en dehors de quand il y a une échéance justement et que on va s'organiser et on va être très efficace, lorsqu'il y a urgence? Heu, Parce que on a quand même la démonstration que, alors oui, on a quand même des divergences, parfois idéologiques et cetera, mais c'est vrai que c'est dommage de penser les choses en se disant: «Bon, il y a des questions de toute façon qu'on va balayer pour répondre à cette urgence-là», parce qu'il faudrait surtout pas que l'extrême droite soit trop présente dans le paysage médiatique, politique et cetera. Mais toute la complexité que tu amènes dans ton ouvrage sur ton identité, mais qui est, aussi, qu'on peut mettre, je sais pas, qu'on peut conjuguer, avec, d'autres existences, qui ont, d'autres, problématiques. Je sais pas, par exemple, toi tu parles en tant que comme, racisé, musulman, queer, arabe en France, bah, on peut penser par exemple à une femme, handicapée, asiatique, tu vois, qui aurait une autre expérience que la tienne et pourtant il y a des choses à dire
la question, par exemple, du validisme en France est une question qui est quand même pas du tout abordée. Mais c'est des questions justement en termes d'organisation politique de nos Mmh, communautés africaines en France et avec plus d'extension racisée, mmh. qu'on a tendance à constamment mettre sur le côté. Et c'est comme si même dans nos propres communautés, est-ce qu'on s'autorise vraiment à avoir ce droit à la complexité? Et est-ce que cette complexité dit, en fait, dans nos existences, est des problématiques qu'il faut régler avec les choses qu'on doit essayer d'instaurer? Si je comprends bien, en gros, la question, c'est de savoir comment, on politise avec toutes les divergences? Avec les divergences on est capable de converger Mmh, avec toutes nos composantes, mais lorsqu'il y a organisation politique qui doit se faire, c'est effectivement, comme tu l'as dit, toujours en réaction à quelque chose, mmh, à quelque chose de très urgent. Et donc, on a tendance à balayer des questions. Tu vas avoir la question de l'antiracisme qui va être mmh, mmh. potentiellement l'une des plus visibles, et on s'entend parce que c'est plus dans les cercles militants. Mais dès lors que tu commences à essayer de creuser un petit peu plus, il y a énormément de choses qui vont passer à la trappe dans cette question de l'antiracisme. Mmh. Ne serait-ce que le féminisme, c'est quelque chose qui peut passer à la trappe. Ouais, bah, Tu- en fait, je suis grave d'accord avec toi parce que, il y a quelques années, je me rappelle, je discutais avec une amie, sur la question de la misogynie, qu'elle a pu subir, elle, en tant que femme arabe, dans les quartiers. Elle a grandi, elle, en banlieue, tu vois? Et elle me disait: «Ouais, mais tu sais, il y a de la misogynie dans les quartiers et tout», et moi, je lui disais: «Mais tu sais, là, l'urgence, c'est le combat antiraciste», et avec les, quelques années plus tard, je me dis: «Putain, mais» désolé d'avoir, utilisé ce mot, mais je me suis dit, mais c'est une dinguerie, j'aurais ce que je lui ai dit, c'était d'une violence, Mm. mais incroyable, parce que je me rappelle à ce moment-là, mon raisonnement, c'était: si tu parles de misogynie ou même de queerphobie, dans nos communautés, ça va donner du grain à moudre aux racistes. Donc, c'est mieux de se concentrer sur le combat antiraciste, et quand on va arriver à l'égalité et l'équité raciale, bah, on pourra comment dire? Se focaliser sur ces problématiques-là. Sauf que la limite de ce raisonnement-là, c'est que si, le jour où on arrive à une, égalité et une équité raciale, en fait, ceux qui vont le plus en bénéficier, c'est les personnes en situation de multi-privilèges, tu vois? Les hommes, hétérosexuels, tu vois? C'est surtout eux, en fait, c'est les hommes hétérosexuels, et en fait, comment on et valides aussi, et Mm. valides et riches. Mm. Donc en fait, la question que, je me suis posée, avec le livre, et même plus généralement dans ma formation politique, c'était: Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, on va dire que la décision que j'ai prise et la solution que j'ai trouvée, après, je dis pas que c'est la meilleure, enfin, c'est vraiment la mienne, tu vois? Je parle vraiment pour moi là. C'est de me désolidariser de toute personne qui serait queerphobe, misogyne, validiste, et compagnie. Voilà, en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand je combats l'antiracisme, je le combats avec des personnes qui seraient prêtes à se jeter dans la fosse aux lions pour moi. Et moi, pareil, tu vois? C'est des personnes, voilà, qui ont une conscience, intersectionnelle de la lutte. C'est le plus important. En fait, je vais pas me battre avec, justement, des personnes qui sont, des hommes qui sont misogynes, queerphobes, validistes et compagnie, mais en fait, je vais pas me battre, enfin, comment dire? Mais je vais pas me battre non plus avec, des personnes qui sont racistes, tu vois? Mais qui vont potentiellement me protéger, contre l'homophobie. En fait, c'est ça le truc. Je vais me battre strictement avec ma tribu, avec ma communauté, avec mes gens qui sont prêts à me prendre, moi, dans mon entièreté. Parce que c'est très facile de faire le jeu, de l'homonationalisme et de la blanchité, en mode, bah, tu sais quoi? Je sais pas moi, un parti politique comme les Républicains qui sont archi racistes et qui vont te dire: «Non mais t'inquiète, en fait non, viens chez nous, t'es rebeu, c'est pas grave, mais t'es queer dans tous les cas, donc viens, on Ouais. va te protéger contre les tiens». Moi, je suis pas dans ça, tu vois? Mais je suis pas non plus dans: «Ouais, mais en fait, on se bat, ensemble en tant que rebeu, et après, tu sais quoi? Tu tes bails de PD là, on en parlera après». Je suis pas dans ça, moi. Moi, c'est: on va lutter simultanément contre toutes ces oppressions-là. Sinon, on se bat pas ensemble. Voilà, et c'est ça, moi, la et je sais que c'est, on va dire, ça peut paraître utopiste et un peu, voilà, idéaliste, mais en fait, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour continuer la lutte aujourd'hui. Peut-être il y en aura d'autres, des personnes queer racisées qui feront, le choix de, gommer leur, queerness pour, se battre, contre le racisme. Moi, je suis pas dans ça, tu vois? Donc intersectionnalité, c'est le maître mot dans tous les cas. Exactement, intersectionnalité vie.
Merci. On va clore cette interview en te demandant si tu aurais, quelque chose à suggérer aux personnes qui regardent, cet entretien, une référence, culturelle, un livre, un podcast, un Mmh, film, pour pouvoir aussi creuser sur ces questions d'intersectionnalité que tu traites dans ton livre. mmh. On te laisse, ce mot-là. J'ai quelques références. Bah, je les ai citées tout à l'heure, mais Bissai Media, je trouve que, pour moi, elle représente, tout ce que j'imagine quand je pense à intersectionnalité. J'invite les gens aussi à lire, «Comment sortir du monde» de Marwan Bakti parce que, beh, justement, il évoque la question queer musulmane, arabe, mais du point de vue de l'autofiction et en plus, lui n'a pas grandi en quartier, il a grandi dans un milieu rural, donc c'est une expér et loin de Paris. Il est autour de Nantes. Donc c'est vraiment une histoire qui est différente et c'est pour montrer aussi la pluralité des expériences arabes, queer, musulmanes qui existent en France et en Europe et dans le monde entier aussi. Il y a aussi, ça c'est plus pour les anglophones, This Arab is Queer de Elias Jachan. C'est une collection d'essais en fait de personnes arabes queer du monde anglo-saxon qui est hyper intéressante et une autre référence qui est aussi anglo-saxonne malheureusement et j'espère que ça va être traduit donc là je m'adresse à la caméra devant c'est ça aussi Tu peux. s'il y a des éditeurs qui sont prêts à traduire ces essais absolument géniaux il faut le faire et du coup c'est une collection d'essais qui s'appelle El Ghoraba et en fait El Ghoraba ils l'ont les personnes qui ont justement fait cette collection d'essais là utilisent ce terme pour dire les personnes queer tu OK. vois? Parce que Gharib, c'est un peu l'étrange et queer, c'est Mmh. Oui. l'essence même de ce terme-là, c'est l'étrangeté. Voilà. Mais je te remercie, Mais Anas. merci à toi. Merci d'avoir répondu, à toutes mes questions et merci à vous d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve prochainement sur, Ida Media pour une prochaine interview avec un ou une invitée. Salut.